nous a imparti ici. D'accord? D'abord, un premier point, quelquefois je bute sur le français, quelquefois ça passe comme ça. Après 45 ans, plus de 45 ans de présence ininterrompue en Israël, on bute quelquefois sur ces mots, mais enfin j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent. Un point important, sachez que vous vous trouvez ici dans un institut dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes dans un institut dangereux. Regardez ce qui m'est arrivé. Je suis venu ici en tant que mathématicien au département de maths et regardez avec quoi j'ai terminé en tant que rabbin. Vous vous rendez compte? Alors faites attention, ça risque de vous arriver. Alors ça c'est un premier point. Deuxième point, ou un troisième point plus exactement, je demande surtout aux personnes qui ne me connaissent pas d'avoir de la patience. Le message essaye de vous faire passer un message ou certaines informations, certaines façons d'aborder la vie juive. Merci beaucoup. Mais je ne le fais jamais dès le début. Ça prend du temps. Celui qui n'a pas de patience, c'est pas pour lui. Il faut attendre un moment avant que nous puissions aborder le fond des problèmes. D'accord? Parce que tous les problèmes juifs ne sont pas des problèmes superficiels. En conséquence, on ne peut pas les aborder sérieusement, brièvement. Impossible. Je sais qu'au Technion, on a l'habitude de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon martin, un bon enseignant. Comment on sait ça? On rentre 2 minutes et après 2 minutes, on sait déjà tout ce qu'il va dire jusqu'à la fin du semestre. D'accord? Mais c'est une maladie qui a besoin d'être, guérie assez vite. C'est pas assez problématique. Alors écoutez, ce soir, je vous ai préparé 2 sujets. J'espère que le premier, on va le terminer. Le second, on va l'entamer. Pourquoi 2 sujets? Vous allez voir dans un moment. Je voulais d'abord vous parler, si je veux plus exactement, vous parler dans un premier temps du fait que vous retrouviez en tant que juif en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je ne vais pas vous parler de Sornout, j'ai rien à voir avec la Sornout, soyez tranquille. Et je viens vous parler justement d'identité juive. Je vais essayer d'en parler sous 2 formes. Une première forme qui concerne tous les juifs qui abordent la terre d'Israël maintenant. Une seconde forme qui est plus spécifique aux gens qui sont dans un institut universitaire, en particulier le Technion, mais pas uniquement le Technion. D'accord? Bon. Alors, je vous demande juste de prendre patience. Vous pouvez poser des questions autant que vous voulez. Moi, j'ai de la patience. Je ne sais pas si tous les éditeurs en ont. Enfin, moi, j'en ai. Laisse-moi quand même un exemplaire pour moi. Michael, il y a un moyen de photocopier encore ou pas? Parce que je crois qu'il manque, il n'y a pas assez de feuilles ici. Regarde s'il y a un moyen de rajouter quelques feuilles. En attendant que les feuilles vous soient distribuées, est-ce que vous savez qui a parmi vous entendu parler d'un personnage du peuple juif qui s'appelle Manitou? Bon, pas beaucoup. Quelques personnes. Alors on a besoin d'une introduction parce que nous allons étudier 2 textes. Les 2 textes se relèvent de ce personnage-là. D'accord? Manitou est un surnom qui a été donné à une personne qui était le fils du dernier grand rabbin d'Algérie. Le Rav David Ashkenazi, c'est son nom. Le Rav David Ashkenazi était le dernier grand rabbin d'Algérie. Il a eu un fils qui est décédé il y a une quinzaine d'années, comme ça. Il a fait la guerre avec mon père. Il était plus jeune que mon père d'1 an, mais il a fait la guerre avec mon père. Mon père a fait 6 ans la Deuxième Guerre mondiale, lui il avait fait 5 ans. Il est arrivé comme tous les juifs nord-africains qui ont été enrôlés sous les drapeaux français pendant la Deuxième Guerre. Et à la fin de la Deuxième Guerre, il s'est aperçu du drame dont on n'avait pas encore conscience à l'époque. Je ne parle pas du drame de l'Holocauste. Le drame de l'Holocauste, tout le monde l'a compris tout de suite. Je parle d'un autre drame. Ce que l'Holocauste a provoqué chez le peuple juif, ce n'est pas seulement le massacre de 6 millions de juifs. C'est le massacre, il y a eu un massacre physique de 6 millions de juifs, mais il y a eu un massacre intellectuel, théologique et religieux de 15 millions de juifs. Parce qu'il n'y a quasiment aucun juif qui n'a pas été touché dans le plus profond de son âme de cette tragédie de la Deuxième Guerre. Et lorsque la Deuxième Guerre se termine,
il n'y a plus d'identité juive en Europe. C'est terminé. Un juif ne veut plus entendre parler d'identité juive. Il cherche même à la fuir parce qu'il l'associe à un danger qui le guette en permanence. Il veut fuir son identité juive. Manitou, avec quelques autres personnes, son nom de lui, le nom de Manitou, c'était le Rav Ashkenazi, le Rav Yehuda. Son père était David, lui c'était Yehuda. En français, on l'appelait Léon. Il a un surnom Manitou parce qu'il était le chef des éclaireurs juifs pendant un moment. D'accord? C'est son surnom, c'est celui qui est resté dans la mémoire du peuple juif. Je vais vous dire maintenant quelque chose qui est fondamental, que vous le sachiez. La chose suivante, si vous, en France, vous êtes resté juif, c'est entre autres grâce à lui, même si vous ne le savez pas. Comment cela? Il y a eu 3, 4, peut-être 5 personnes qui ont essayé de sauver tous les juifs en Europe, et essentiellement en France, puisque la majorité se cantonnait dans la France, en tous les cas en Europe. Les autres avaient fui au Canada, aux États-Unis, où j'en passe des meilleurs. Et c'est ces 5 personnes qui ont sauvé le judaïsme. Maintenant, il y a un autre judaïsme différent, peu importe, c'est un autre sujet, mais c'est eux qui ont commencé à sauver l'identité juive. Un d'entre eux était justement Manitou. Il y avait évidemment le philosophe que vous avez peut-être plus entendu parler, c'est Lévinas. Et il y avait le professeur Neher, il y avait le professeur Amadou Lévy-Valency, et encore une ou deux personnes. D'accord? Il fallait, d'abord le premier point était le suivant, il fallait sauver les juifs qui se sont jetés dans la culture universitaire avec une volonté claire et nette de tout effacer de leur judaïsme. Manitou rentre lui-même, il est tout jeune, vous imaginez qu'il est enrôlé alors qu'il a 18 ans, la guerre se termine quand il a 22 ans, il est lui-même étudiant à l'université et il commence à faire un doctorat chez Lévi-Strauss. Je ne sais pas si vous savez que Lévi-Strauss est un des plus grands anthropologues et philosophes du XXe siècle. Un juif avec une histoire particulière. Son grand-père était le grand rabbin de Versailles. Mais sa mère regardait un petit peu qu'est-ce que c'était le judaïsme de la France. Parce que ça, vous ignorez tout, je suppose que vous ignorez tout. Il ne s'agit pas de ma part de vous accuser. Maintenant, j'essaie de vous mettre au courant. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez connaître, a priori. Le grand-père, grand rabbin de Versailles, sa fille, la mère de Lévi-Strauss, envoie ses enfants dans des couvents pour étudier. Pourquoi? Parce que le niveau était meilleur. Vous voyez un peu le topo? Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss est son nom, est devenu un grand chercheur, un des plus grands anthropologues du siècle dernier. Il est décédé il y a 2 ou 3 ans à l'âge de 101 ans. Mais un personnage non seulement marxiste, mais anti-juif. Il n'a jamais nié son appartenance au peuple juif, mais il a dénigré totalement toute son identité juive. Et Manitou arrive et fait un doctorat chez lui. Et voici que Claude Lévi-Strauss, qui est non seulement un grand anthropologue, mais un grand philosophe, le père du structuralisme, présente devant les étudiants à Paris, présente ses idées nouvelles. Et voici que les accros arrivent très vite avec Manitou. Pourquoi? Chaque fois qu'il avait une idée intéressante, Manitou lui dit, mais c'est écrit dans la Bible. Tu n'as rien inventé, c'est déjà dans la Bible. Un jour, Lévi-Strauss explose et il lui dit la chose suivante, arrête de me casser la tête avec ta Bible. Manitou a claqué la porte, évidemment, est allé fonder un institut où il allait ramener les universitaires juifs au judaïsme, c'est ce qu'il a fait. Pour vous donner un petit aperçu, jusqu'à sa rallia en terre d'Israël, dans les années 70, et même après,
il donnait chaque mois une conférence à la Sorbonne, au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Quelqu'un qui voulait avoir une place assise devait arriver au plus tard 1 heure avant la conférence. Sans cela, impossible d'avoir une place. Et les 2-3 premières rangées étaient occupées par des professeurs à l'université, la quasi-totalité non juive, qui venaient écouter. C'est vous dire quel impact avait le personnage sur les intellectuels. D'accord? C'est lui qui a l'impact peut-être le plus important sur le judaïsme français, en tous les cas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il est venu en Israël, il faisait des allers-retours, et il nous a quittés il y a 15-20 ans, je ne me rappelle pas trop, mais c'est à peu près ça. Et moi, je le connaissais très très bien, puisqu'il était l'ami de mon père, donc on se rencontrait avec son grand-père, son père qui était le grand rabbin d'Algérie, il y avait des contacts permanents depuis des dizaines d'années, puisque mes grands-parents étaient des rabbins en Algérie, donc en contact permanent avec le grand rabbin d'Algérie. Donc on était très liés de fort longue date. D'accord? Vous avez en face de lui un article qui est une petite conversation. Vous pouvez voir avec qui tout en bas de page. Et avec concernant après sa rallia en terre d'Israël. D'accord? Alors regardez ce que... Je vous répète une nouvelle fois, vous êtes conviés à poser des questions tout de suite, même s'il y a quelque chose qui vous dérange ou s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Regardez un certain Georges Mayer, pourquoi un juif est-il plus normal? Pourquoi pour un juif est-il plus normal de vivre en Israël qu'ailleurs? Dites-moi, qu'est-ce que vous dites d'une question pareille? Les anciens, je vous demande de ne pas répondre, mais les plus jeunes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous dites d'une question pareille? S'il n'y a pas de jeunes qui a peur, si les jeunes ont peur de répondre, nous, les anciens, qu'est-ce que vous dites? Vas-y, réponds-toi. Je trouve qu'elle attend quelque chose de pas forcément vrai. Elle n'est pas forcément? Quelque chose de pas forcément vrai. Non, attends, je ne t'ai pas demandé vrai. Une question, elle ne peut pas être vraie. C'est une question. Elle peut être une question, elle peut ne pas être une question. Vrai ou pas vrai, ça ne s'adapte pas à une question. Ce que je dis, c'est que poser la question, on pense qu'on va directement Une petite seconde, élève ta voix, je t'en prie, parce que quand il y a un peu de bruit, on n'entend plus. Quand on lit la question, on pense directement à une affirmation qui n'est pas forcément vraie. J'ai pas entendu, on pense forcément. On pense déjà à une affirmation qui n'est pas forcément vraie. On admet quelque chose qui est. Qu'est-ce que c'est l'information qui n'est pas vraie? Il y a pourquoi pour un juif, c'est plus normal de vivre en Israël qu'ailleurs. Ah, tu veux dire que c'est pas forcément normal? C'est ça que tu veux dire? Non, je dis pas ça, je dis que la question, elle ne devrait pas être posée comme ça. Je sais pas si je t'ai bien compris, mais je peux te dire qu'est-ce que moi je ressens quand j'entends une question pareille. Moi, je me pose la question si celui qui pose la question, il est normal ou pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous alliez vers un Français maintenant et vous lui posez la question, pourquoi est-il normal pour un Français de vivre en France? Vous allez chez un Anglais, lui demander pourquoi il est normal pour un Anglais de vivre en Angleterre. Chez un Allemand, vous allez le voir, vous lui demandez pourquoi il est normal pour un Allemand de vivre en Allemagne. Mais il faut être anormal pour poser une question pareille. Maintenant, le plus surprenant, c'est que les Juifs, ça ne les choque pas. C'est ça qui est impressionnant. Ça ne choque pas un Juif qu'on lui pose la question suivante. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est le seul peuple qui, depuis 2000 ans minimum, ne vit pas chez lui. Depuis 2000 ans, il est partout, sauf chez lui. En fait, c'est même 2500 ans. Depuis la destruction du premier temple, la majorité du peuple juif est en diaspora. On n'a jamais vu 2500 ans sur une histoire de 3400 ans. Vous vous rendez compte un petit peu? Il n'y a jamais eu d'absurdité pareille dans l'histoire. Il n'y a que nous qui sommes capables de ça. Alors regardez maintenant la réponse du Malik. Si la question se pose à nous, c'est parce que nous avons été habitués pendant 2000 ans d'exil à vivre dans une pseudo-évidence qui vient à un du trop longtemps, passer dans une situation socio-historique anormale. Un juif vit en diaspora et considère ça comme une normalité.
Mais je ne pose même pas la question. Pourquoi il est en diaspora? C'est tout à fait normal. Il est en diaspora. Vous savez depuis quand il y a des juifs en France? Vous savez ou vous ne savez pas? Alors, je vais vous répondre, c'est très simple. Il y a un moyen très simple de le vérifier. Il y a quelqu'un parmi vous qui vient de Rouen par hasard? Alors, si un jour vous faites un voyage à Rouen, maintenant que vous êtes en Israël, je ne vous invite pas, mais si par hasard, vous allez rendre visite au tribunal de Rouen. Vous allez voir que le tribunal de Rouen, qui a été retapé il y a une vingtaine ou 25 ans à peu près, en dessous du tribunal de Rouen, il y a un musée. Et vous savez qu'est-ce que c'est ce musée? Une synagogue, une yeshiva et un mikvé. Mais de quand? Du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Comment ça a été découvert? Il s'avère qu'il y a une quarantaine d'années, le bâtiment du tribunal de Rouen est un bâtiment historique, et des fissures, il date du Moyen-Âge, évidemment, un bâtiment qui date du Moyen-Âge, il commence à marquer des signes de vieillesse, et puis il y avait des fissures qui apparaissaient. Ils ont été amener des ingénieurs pour voir un petit peu, est-ce qu'il ne faut pas retaper et toucher tout ça. Les ingénieurs ont dit, écoutez, le bâtiment est en danger, si on ne le retape pas à fond, il va s'écrouler complètement, il faut refaire les fondations. Évidemment, on se met à creuser. Qu'est-ce qu'ils ont découvert sous le tribunal de Rouen? Une yeshiva, un mikvé et une synagogue du 2e siècle avant l'ère chrétienne. Donc des juifs habitaient à Rouen il y a 2200 ans. Vous voyez un petit peu le topo. Et un juif considère ça tout à fait normal, il ne s'est même pas posé la question pourquoi il est là-bas. Sion, c'est pas un mot juif. J'espère que tu as suivi mon cynisme. Qu'est-ce que c'est le terme Sion? C'est pas un morceau de Jérusalem par hasard ou un nom de Jérusalem? Alors maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Dis-moi, qui c'est le premier juif connu? Dans l'histoire, quel est le premier juif? Pardon? Abraham, tu es d'accord? Pardon? Premier hébreu, en avant. En avant. Encore mieux. Le premier hébreu, c'est Abraham, tu es d'accord? D'accord? C'est la première personne à qui Dieu s'adresse. Tu vois, la Bible, elle s'adresse. La première personne, je ne parle pas de Adam Rishon, c'était une affaire à part. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va en Israël. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, vous voyez qu'Akash Baruch Hu, il travaillait pour la Sokhnout. Le premier mot à Avraham Avinu, c'est de venir ici. Peut-être Akash Baruch Hu est sioniste, je ne sais pas. C'est peut-être grave aussi, mais en fait, c'est un autre. Pardon? Le monde d'aujourd'hui, c'est pas le même que le monde d'Abraham Avinu. En quoi il n'est pas le même? Les Juifs d'aujourd'hui, ceux qui sont restés si longtemps en diaspora, Oui. ils n'éprouvent pas le besoin, ni même l'envie, de rentrer en Israël. Attends. Doucement. Tout à fait d'accord avec toi, mais excuse-moi, tu as oublié que tu parles à un matheux. Tu me passes d'un sujet à l'autre comme ça? Ah non. Je t'ai pas parlé de l'état d'esprit des gens d'aujourd'hui. Tu m'as posé la question, est-ce que ça veut dire que la Torah est sioniste? Et maintenant tu me parles des Juifs. Quel rapport entre les Juifs et la Torah? J'ai pas compris quel est le rapport. Tu sais, quand Akash Baruch Hu, le Midrash nous raconte avec beaucoup d'humour que quand Akash Baruch Hu a voulu proposer la Torah au peuple juif, il est allé d'abord chez toutes les nations, et je suppose que vous connaissez l'histoire, chacun lui a trouvé une raison pour ne pas accepter. Mais quand il est arrivé chez les Juifs, qu'est-ce que dit le Midrash? Les Juifs lui ont répondu comme ça, Akash Baruch Hu, tu sais, ta Torah, elle est impeccable, c'est pas pour nous. Il a dit, pourquoi? C'est trop difficile, laisse-nous tranquille. Ben, au moins, les Juifs respectent leur engagement ou leur non-engagement. D'accord? Que font les Juifs? Ça, c'est un problème. Nous parlons Torah maintenant. Je t'ai dit, qu'est-ce que Akash Baruch Hu a demandé aux premiers Juifs?
lui dit, tu veux le premier mot. Il ne lui a pas parlé Torah, il ne lui a pas parlé Shabbat, il ne lui a pas parlé Kashrut, il ne lui a pas parlé pureté. Il lui a dit, premier mot, tu claques la porte, tu viens ici. Ensuite, on discute. Tu me diras, c'est le premier hébreu. Bon, on va aller chez un hébreu un peu plus avancé que lui. Quand il s'agit de sortir tout le peuple juif d'Égypte et de l'amener en terre d'Israël, je suppose que tu connais parfaitement le texte, Akadosh Baruch Hu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? J'ai écouté les souffrances de mon peuple, et j'ai décidé de quoi faire avec lui? De le sortir de là-bas et de l'amener au mont Sinaï. C'est ce qu'il a écrit là-bas, d'accord? Ouais, c'est tombé dans le panneau, c'est pas ce qu'il a écrit là-bas. Il lui a pas dit on va au mont Sinaï recevoir la Torah. Il dit on rentre en terre d'Israël. On parle pas Torah. Mais Moïse était sioniste, quelle catastrophe. Mais l'embêtant, c'est le prof. Que Abraham soit le premier sioniste, Moïse le deuxième sioniste, mais si le prof Akadosh Baruch Hu lui-même il est sioniste, alors là on est perdu. Qui c'est qui voulait poser une question? Il y a quelqu'un. Ken. Je voulais savoir, l'entretien, il a été fait quand? Pardon? Il a été fait quand, l'entretien? C'est marqué en bas, non? À ma connaissance, c'est une affaire 59 ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est dans les années 50 en tous les cas. Je ne peux pas te dire 54, 59, ne m'attrape pas. Je peux te vérifier. D'accord? Michael, il pourra te le dire. Mais à mes souvenirs, c'est dans les années 50. D'accord? Alors, j'espère que je ne t'induis pas en erreur. Si je t'induis en erreur, je te corrigerai ça. D'accord? Mais essayez, je vous en prie maintenant, pour revenir aux choses, il va parler lui-même de cette affaire de sionisme à la fin. D'accord? De sionisme. Laissons ça pour l'instant maintenant, et surtout pour une autre raison. Quand on parle sionisme maintenant, c'est une notion qui n'est pas définie. D'accord? Vous êtes étudiant, vous allez être étudiant, peu importe, vous savez qu'en maths, la première chose qu'on fait, avant de parler de quelque chose, on parle qu'est-ce que c'est la définition. Quand on parle sionisme, on ne sait pas de quoi on parle. Il y a des gens qui entendent le sionisme à leur façon, et je ne l'entends pas du tout de leur façon à eux. Ni Manitou. Et encore moins d'autres personnes. D'accord? Donc il faudra qu'on mette de l'ordre là-dedans. J'ai parlé sionisme au sens le plus naturel possible. Quitter tout un monde, venir s'installer ici. Et je ne sais pas si ça vous éclaire, mais quand Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de quitter toute son pays, sa culture, etc., c'était comme demander à un juif, professeur à l'université à Washington, de tout plaquer pour venir ici. La Babylonie, la Sumer de l'époque, d'où vient Avraham Avinu, c'est la plus grande culture. Et il est là-bas au centre de cette plus grande culture. Venir ici en terre d'Israël, c'est la petite province. Alors lui demander de s'arracher à ça, c'est lui demander d'abandonner la plus grande culture de l'époque pour venir vers un inconnu ici, un inconnu qui n'est pas très brillant a priori. D'accord? C'est dans ce sens-là que j'ai parlé sionisme, maintenant je n'ai pas parlé d'autre chose. D'accord? Alors, et régularisation que l'histoire a opéré d'un coup au moment de la création de l'État. Non, j'ai sauté quelque chose. C'est bon, ça. Pour le masquer le fait que nous sommes en retard sur une régularisation d'identité. D'après... non, c'est ça. Régularisation que l'histoire a opéré d'un coup au moment de la création de l'État en 1948 pour le peuple en tant qu'ensemble. Il est cependant normal que le rythme individuel ne coïncide pas toujours avec le rythme de l'événement. Qu'est-ce qu'on entend par la Manitou? D'accord, il y a eu un bouleversement à l'échelle de tout le peuple. Il y a une création d'un État qui nous concerne tous. Mais que le juif puisse sauter dans le train en marche à l'échelle individuelle tout de suite, c'est pas du tout trivial et c'est pas toujours facile. Ça, c'est un autre problème. D'accord? Ici, l'analyse n'est pas une analyse individuelle, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est une analyse historiosophique. Comment regarder l'histoire? D'accord? Il ne s'agit pas maintenant de parler à M. X ou Y
tu dois venir ici en Israël, c'est pas ça le sujet. Événement irréversible, cependant, et à l'image de l'histoire d'Israël qui a toujours témoigné d'une infinie patience, il nous faut espérer qu'un jour le niveau individuel coïncide avec le niveau collectif. Autrement dit, ce que dit Manitou, que tout individu sente qu'il doit procéder de la même façon, se ressourcer ici, revenir ici, ça je ne demande pas maintenant, j'espère jusqu'à un certain moment, plus tard, un certain moment, chaque juif le comprendra. Chacun à sa façon et à son moment adéquat. Et M. Mayer lui repose la question, est-ce que les événements nous en laisseront le temps? Réponse, il sent bien que c'est in extremis que finalement arrive cet événement important que j'ai coutume de définir comme une mutation d'identité. Vous permettez une digression, sachez que les plus grands kabbalistes, entre autres Rabbi Avraham Azoulay, un des principaux élèves du Hari, le fameux kabbaliste de Safed, dit la chose suivante, et ça je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez, toute personne comme vous qui venez de la diaspora, un juif rentre en Israël, sa neshama change. Rien qui rentre, sa neshama change. Il n'a plus la même neshama. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il a une neshama plus élevée. C'est clair. Il y a eu un bouleversement psychologique fondamental chez la personnalité, chez chaque personnalité. Est-ce que chaque juif en est conscient? Je suppose que non. Mais est-ce que chaque juif va finir par en être conscient? Je vous réponds oui. Ça prendra du temps. C'est un bouleversement interne qui procède, mais qui donnera tous ses fruits qu'avec le temps. De la même façon que nos rachamim, les kabbalistes, n'hésitent pas à nous dire que quelqu'un qui quitte Israël, je ne parle pas de quelqu'un qui quitte Israël pour quelques jours, mais qui quitte définitivement Israël, il perd cette neshama. D'accord, c'est bilatéral, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. D'accord? Et c'est un bouleversement. Quelqu'un qui naît en Israël. Quelqu'un qui naît en Israël. Alors il a déjà une neshama encore plus élevée d'emblée. D'emblée. Il y a un livre que je vous conseille de lire pour ceux qui sont capables de le faire. C'est ce livre de ce Chacham que je viens de citer, Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Rav Chida, si vous avez entendu le nom de ce Chacham-là, c'est son grand-père qui a écrit un livre fondamental concernant tous ces problèmes qui s'appelle Chesed le Avraham. D'accord? Et chaque chapitre est consacré à une phénoménologie pareille. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Israël? Qu'est-ce que ça signifie le fait de naître en Israël et de sortir ou l'inverse? Et tout ça est traité évidemment de la façon la plus profonde possible qu'un kabbaliste peut faire. D'accord? Alors il y a des textes qui sont lisibles, il y a des textes qui sont du chinois ancien parce qu'on n'est pas à la hauteur. Ça c'est un autre problème. D'accord? Mais il y a des parties qui sont comestibles. D'accord? Si celui qui quitte Israël, il perd sa neshama, une partie de sa neshama ou une force de la neshama, il perd un peu ce qu'il pourra lutter pour qu'il revienne. Il perd aussi une chance de revenir? Un peu, ouais. Bien sûr. Et alors? Bien sûr. Excusez-moi, je vais peut-être vous décevoir. Vous savez combien d'Israéliens natifs d'Israël vivent à l'heure actuelle aux États-Unis? Vous savez ou vous ne savez pas? Non, un peu moins. Mais c'est trop. 700 000. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas 700 000 juifs au moment de la création de l'État. Ça veut dire qu'un juif peut arriver ici, ou peut vivre ici, ou peut naître ici, et perd son identité. Oui. On parle de régularisation, de normalisation. C'est vrai que pendant longtemps, c'est logique de penser qu'un Français, ça est en France, un Allemand est en Allemagne. Mais de nos jours, on peut concevoir qu'un Français, c'est aux États-Unis qui va se passer là-bas. Si les gens ils restent proches d'Israël, ils sont concernés, on peut dire que c'est globalement le cas aujourd'hui. C'est identifié à Israël. Si quelqu'un en Galoute, de la région sud-israélienne. Si un juif de diaspora reste attaché à Israël, alors il lui reste une chance, il reste un espoir. D'accord? Mais ça ne devient pas une normalité. D'accord? Un Français va finir peut-être par s'effacer, pas peut-être, quasiment, certainement. Il finira par s'assimiler totalement au monde ambiant. Un juif aussi, s'il décide de s'assimiler, il s'assimilera. Je ne sais pas si vous le savez,
Vous savez quel est le nom du grand-père de Kerry, le ministère des Affaires étrangères des Américains aujourd'hui? Vous savez comment s'appelle son grand-père? Monsieur Cohen. Et comment s'appelle sa grand-mère? Madame Cohen. Et comment ils sont devenus Kerry? Ben, ils sont nés à Vienne. Ils ont quitté Vienne pour Londres et ils ont décidé de devenir chrétiens. Mais ils ont dit, c'est pas possible d'être chrétien et de conserver un nom Cohen. Alors ils ont décidé de choisir un nouveau nom. Et comment ils ont choisi ce nouveau nom? Ils ont jeté des dés sur une Bible et ils ont dit, là où ça tombera, sur le mot où ça tombera, on prendra ce nom. Et c'est tombé sur le mot Kerry de Parashat Bechokotayim Telchu Imi Bekeri. Celui qui a compris, il sache. Vous voyez un petit peu où c'est qu'on en est? Donc un juif, il peut s'effacer totalement, tu vois bien à qui on a affaire. Sa fille est mariée à un arabe. D'accord? Tu vas en 3 générations, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait je suis allé à Kerry? Je ne sais pas, peut-être parce qu'en Israël on entend plus parler des États-Unis que de la France. Vous connaissez tous Régis Debray. Qu'est-ce qu'il était son grand-père? Vous ne connaissez pas Debray? Même la culture française, je ne peux pas vous faire un cours sur la culture française. Le père il y avait Debray du temps de De Gaulle qui était le premier ministre de France. Un certain Debray. Je ne me rappelle pas son prénom. André? Robert Debray, peut-être. Ah ben, peu importe. Un Debray. Son père était grand rabbin. Le fils complètement assimilé, le premier ministre, et le petit-fils s'est converti au christianisme. D'accord? On est des gens problématiques, les juifs. Revenons à notre sujet. In extremis que finalement arrive cet événement, important que j'ai coutume de définir comme une mutation d'identité qui nous restaure dans notre authenticité. Des juifs ont fini par oublier qu'ils étaient d'origine hébraïque et que toute leur histoire juive était une immense stratégie de survie pour essayer de lutter contre le temps. Et si nous n'avions pas eu cette capacité permanente de résister, il aurait été longtemps que le temps aurait eu raison de nous, comme il a eu raison de bien d'autres civilisations. Dites-moi, là je suis obligé de marcher un peu sur les œufs, parce que quand on parle avec les Français, avec des gens qui viennent de France, on doit faire très attention au respect de la France. Alors, est-ce que... Excusez-moi, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas si je vous dis ça, mais je parle d'informations claires et nettes, et celui qui veut les références, je le convie à venir me voir. À la fin de ce cours, pas d'attendre la prochaine fois. Vous savez qu'il n'existe pas une place de France, de Lille à Strasbourg, ni de Lille à Marseille, ni de Strasbourg à Hendaye, qui n'est pas imbibé de sang juif. Quand j'étais étudiant en maths à Paris, il n'y avait pas les 12 universités actuelles. Il n'y avait qu'une seule université, partagée en 4 facultés. Il y avait la faculté de sciences exactes qui était à Jussieu, il y avait la faculté de droit, il y avait la faculté de médecine et il y avait la faculté de lettres. D'accord? En faculté, entre les 4 facultés, il y avait 750 000 étudiants. C'est quelque chose d'impressionnant, énorme. Nous avons étudié les premiers cours de maths. On était en première année, 5000 personnes, 3 groupes. Un groupe était 1600, un autre 1700, un autre 1650. J'habitais de l'autre côté, évidemment, de la Seine. Quand je sortais de Jussieu, je devais traverser la cité. J'allais à pied, je n'aimais pas prendre le métro. C'est fatigant. Le temps que vous attendez le métro, vous prenez le métro, vous êtes déjà arrivé à pied de l'autre côté.
J'allais à pied, je traversais la cité, et quand j'arrivais en face de la cathédrale de Paris, je marchais sur la rue. Sur la rue où il y avait un danger, des milliers de voitures passent, on peut vous écraser, et puis c'est moi qui suis en tort. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face de la cathédrale, si vous la connaissez bien, il y a une énorme place, libre. Sur cette place-là, en 1248, les Français ont attrapé tous les manuscrits du Talmud, ont mis dedans les plus grands géants du judaïsme de France, les Tosafot, et les ont brûlés. Je refusais de marcher sur une place pareille. Mais ça avait lieu à peu près tous les 20 ans. Alors, regardez ce que dit Manitou ici. On a tenu le coup dans des conditions insupportables pareilles. Je ne vous ai pas dit comment le Talmud a été brûlé, j'aurais dû vous le dire. On a fait un faux procès, un procès bidon. Ils ont pris 3 des Rachamim les plus connus. C'était vendu d'avance, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et en face d'eux, ils ont mis 3 personnes qui représentaient la chrétienté. Si mes souvenirs sont exacts, 2 des 3 personnes étaient des juifs convertis au christianisme. D'accord, évidemment le procès était bidon, il était perdu d'emblée, et la conséquence était inéluctable. D'accord? Manitou dit, regardez, on a tenu le coup dans des conditions pareilles. On nous a demandé de sacrifier notre vie si on refusait de passer de bord. On a donc résisté. C'était pas trivial. Regardez comment il nous présente ça. Et occupé à la ligne 44, et occupé à cette stratégie de survie en quelque matière que ce soit, toujours Maran. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le terme Maran? Je suppose qu'une partie d'entre vous le sache. Le terme Maran, c'est un terme espagnol qui, en espagnol, c'est marranos. Marranos, ça veut dire des cochons. Ils appelaient de ce terme-là les juifs qui s'étaient convertis au christianisme comme ça extérieurement, mais à l'intérieur ils continuaient à maintenir un certain judaïsme. D'accord? Toujours Maran, nous avons fini par oublier que nous étions d'origine hébraïque et que notre identité juive ne peut être qu'une période provisoire entre 2 temps hébreux. Là aussi, je dois vous rappeler quelque chose que j'ai rappelé à certains, à ceux qui étaient là l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me souviens pas. Quand vous savez qu'au procès Dreyfus, lorsque le procureur, le juge virulemment antisémite lui a dit à M. Dreyfus, capitaine Dreyfus, vous êtes juif, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Non, monsieur, je suis français. Ça a été la réponse pendant le tribunal. D'accord? Le juif s'est habitué à ça, il ne l'imaginait pas autrement. J'ai connu des juifs qui se sont battus pour la France. Vous savez comment ils l'ont fait? Mais ils l'ont fait toute leur vie, que ce soit la première ou la deuxième guerre. J'en ai connu des 2 genres, évidemment moins de la première guerre que de la deuxième guerre. Ils ont fait ça de toute leur âme. Ils se sont sentis français, pas à 100%, à 100 000%. Ils ont oublié leur identité juive. À Alger, regardez, c'est même pas en France, à Alger, quand Pétain a déclaré que les juifs ne pouvaient plus avoir une position, un rôle public, une grande partie des juifs d'Alger sont allés manifester devant le bureau gouvernemental en leur disant « C'est pas vrai, nous sommes avant tout français ». Manitou dit, on a oublié, on a perdu un peu une conscience de notre identité. On a fini par oublier que nous étions d'origine hébraïque et que notre identité juive ne devait être qu'une période provisoire entre 2 temps hébreux, celui de la normalité de la nation hébraïque et le temps de sa restauration. Nous avons toujours été doublement anachroniques par rapport au présent et par rapport au futur. On ne marche jamais avec le temps. Nous n'aurions jamais rejoint notre propre présent. Et cette possibilité nous a été donnée avec l'État d'Israël. Nouvelle question, n'y a-t-il pas un décalage d'identité entre la diaspora et Israël? Certes,
le décalage s'installe quel que soit le caractère indéniable de la solidarité mutuelle qui existe entre Israël et la diaspora. Pour que vous ne croyiez pas que je parle uniquement de la France, je parle de la France parce que vous la connaissez mieux. Le chef du gouvernement israélien, Bibi, était aux États-Unis il y a quelques jours. Des juifs américains sont venus manifester contre lui, et pas n'importe qui cette fois-ci, en lui disant « De quel droit tu nous mets dans une situation pareille? Nous sommes avant tout américains. » Qui c'est qui étudie ici au Technion? Déjà. Il y a quelqu'un qui étudie en aéronautique? Est-ce que tu connais l'histoire? Ceux qui étudient en aéronautique, vous connaissez l'histoire du Lavi? Alors, le Lavi est un avion qui a été préparé par Israël avec des anciens du Technion de Raga. C'est un avion qui, s'il avait vu jour, il aurait été meilleur que le F-16. D'accord? L'équivalent, mais meilleur. Il a été préparé par Israël. Et évidemment, qui c'est qui s'est senti en danger quand cet avion a été préparé? C'était, je parle de l'année 88. D'accord? Qui s'est senti en danger? C'est General Motors, c'est General Electric, qui fabrique les avions et les moteurs d'avion. Parce que si Israël fabriquait le plus grand client d'aviation des États-Unis, c'est Israël. Si Israël fait son propre avion, alors on n'achète plus là-bas. General Electric et General Motors dépensent de bilan. Alors évidemment, ils ont fait pression sur le gouvernement américain, mais à l'époque, il y avait au Pentagone un juif. Écoutez bien, là c'est quelque chose de très délicat ce que je vais vous dire. Un juif religieux, et non seulement religieux, qui a étudié à Yeshiva University. Vous savez ce que c'est? Yeshiva University, c'est une université fondée par un très grand Talmid Chacham, Rav Soloveitchik, et ses élèves, qui cumulent l'étude de la Torah avec des études universitaires en parallèle. D'accord? On peut faire même un diplôme de rabbin en même temps qu'un diplôme universitaire quelconque dans n'importe quel domaine. Ce monsieur-là était émule de cette Yeshiva Université, non seulement émule, avec un diplôme de rabbin. C'est lui qui est allé faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il casse le projet Lavi. Le projet a été cassé. Israël a perdu tous ses investissements, et pas seulement tous ses investissements. 3000 ingénieurs israéliens en aéronautique avec leurs familles ont quitté Israël, n'avaient plus de travail. Ils ont cherché du travail. Il n'y avait plus de travail. Très peu de temps après ça, ce monsieur s'amène ici en Israël en visite. Et il rencontre le rédacteur en chef du grand journal israélien Ma'ariv. Okay? Et le rédacteur en chef lui dit, mais dis-moi, je ne comprends pas, comment toi, un juif, tu fais ça au peuple d'Israël, à la terre d'Israël, à l'État d'Israël? Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit, cher monsieur, vous oubliez que je ne suis pas israélien, je suis américain. Et Israël a perdu son indépendance militaire. Elle a été repoussée, elle arrivera un jour, mais ça a été repoussé de plusieurs dizaines d'années à cause de ça. Je n'ai pas besoin de vous dire à vous, comme étudiant en aéronautique, qu'est-ce que ça signifie préparer un avion. Ce n'est pas une plaisanterie. Alors, regardez la suite. Il y a ici, on parle de solidarité, mais elle est limitée. Et cette solidarité est un phénomène important dans notre histoire, même si elle se manifeste sous une forme d'agressivité. L'agressivité, même si cela semble paradoxal, est devenue une forme de solidarité. Il y a des gens qui s'opposent quelquefois à Israël, ils ne sont pas d'accord. Mais nous, Juifs, sommes paradoxaux à un point un peu trop exagéré. On perçoit ce décalage au niveau éducatif et politique. L'identité israélienne existe, redevenue identité hébraïque, ce qui signifie que les Israéliens sont d'origine juive,
de la même manière que les Juifs étaient d'origine hébraïque. Excusez-moi, là il faut que je précise un petit peu les choses. Qu'est-ce que ça signifie que nous sommes redevenus hébraïsants ici? Quoi, chaque Juif qui arrive ici en Israël est subitement un personnage idéal tel que la Torah l'envisage? Non. Quand vous avez vécu votre judaïsme en diaspora, comment vous l'avez vécu? À la synagogue? À la maison? Pas plus. Vous sortez de ces deux cadres, vous étiez des citoyens de la France ou de l'endroit où vous voulez, il y a peut-être des Belges, j'en sais rien, et vous étiez des citoyens comme tout le monde. L'armée, c'est pas votre armée, l'économie, c'est pas votre économie, la technologie, c'est pas la vôtre, l'université, c'est pas la vôtre. Vous êtes dans une université de la nation en question. Vous arrivez ici en Israël, tout est de chez vous, de chez nous, de chez vous. Choisissez la terminologie qui vous convient le mieux. Ça nous concerne, tout nous concerne ici. L'armée nous concerne, la technologie nous concerne, l'université nous concerne, l'économie nous concerne. C'est la nôtre. Le moindre problème, c'est un problème pour nous. On n'est plus juste le juif de la prière et de l'étude. On est le juif de la prière, de l'étude et de la vie. On va à l'armée, parce que cette fois-ci, c'est notre peuple que nous défendons. C'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos parents, c'est nos enfants, c'est ce que vous voulez. Et quand je vais même vous dire quelque chose d'un petit peu délicat. Quand il y a un juif qui a un problème d'impôt en France, il a trouvé des tas de moyens de passer par la Suisse ou par sous-marin ou j'en sais rien quoi. D'accord? Alors laissons ça de côté. Mais quand il arrive ici et qu'il fait la même chose, à qui c'est qui l'a roulé? C'est son frère, c'est son cousin, c'est son père, c'est son fils. C'est plus un étranger. Tout change. Et j'en parle pas sur le plan religieux. Sur le plan religieux, vous sortez de la synagogue Shabbat en France, il y a un autobus, un métro, j'en sais rien quoi, pas de problème. Et si vous sortez, c'est des juifs qui ne respectent pas le Shabbat. Ça change tout. Ça nous concerne. Ça va avoir un impact sur nous, sur nos enfants, sur la société, sur tout ce que vous voulez. On n'est plus au même endroit. On vit plus le même judaïsme, on ne peut pas. On est plus engagé dans tous les sens du terme. D'accord? C'est ce que dit Manitou ici. Tout ceci demande un sérieux effort de régularisation d'identité. C'est la diaspora qui est interpellée par ce problème. Et si nous raisonnons en termes de normalité, il est normal pour un juif de vivre en Israël. On ne peut pas demander à la société israélienne une légitimisation de la diaspora. J'ai pas pu vous amener un texte que j'avais énormément envie de vous enseigner. Un texte du Rav Kook. Où le Rav Kook, sans citer le nom, critique Herzl. Mais je vous préviens, il avait un respect énorme pour Herzl. Mais il y avait des points sur lesquels il n'était pas d'accord. Entre autres, un point important. Herzl considérait l'État d'Israël comme un État refuge. On fuit les massacres. Alors on a besoin d'un refuge. Le Rav Kook était, pas seulement le Rav Kook, n'importe quel rabbin normal, il explose quand il entend une chose pareille. On vient en Israël parce qu'on veut échapper au massacre, ça va pas. On vient en Israël parce qu'on veut être chez nous. Les massacres, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas ça qui doit nous amener en Israël. En aucune façon. Vous venez d'une France déjà très problématique, où un juif qui se promène avec un calot, il est en danger. Moi, je suis venu d'une France où il n'y avait pas ce problème-là. Il y avait même plus que ça. L'antisémitisme existait. Et je vous dis la vérité, nous, en tant que jeunes, on n'a pas hésité à aller donner des coups aux antisémites.
On est rentré dans les quartiers arabes et on est allé les provoquer. C'est vrai. Non, mais il faut un peu de justice. Pourquoi ils nous font ça juste à nous, hein? Alors, laissez ça de côté. Je dis qu'on vivait un autre problème. Vous vivez un monde où le juif est menacé d'une certaine mesure ou d'une grande mesure, peu importe. Et certaines personnes vont vous dire, vous devez être en Israël à cause de ça. Et je vous dis, non. Vous ne devez pas être en Israël à cause de ça. Vous devez être en Israël parce qu'un juif doit être dans son pays, qui est la terre de Dieu, que Dieu nous a conféré pour remplir notre rôle de juif. Il n'y a pas de danger ici, il n'y a pas les derniers temps 4 rabbins assassinés sur les routes d'Israël. 4 rabbins, le dernier en date vendredi, avec sa famille, la 4e fois qu'un rabbin. Pas seulement les juifs, c'est pas que je veuille faire une différence entre un rabbin ou un autre sur ce plan-là. N'importe quel juif pour nous qui est massacré ou qui est assassiné, c'est la même chose. Mais je parle, imaginez si nous, en tant que juifs, on allait porter atteinte à un caddie, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, ça prouve la gravité. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles. Ça ne les fait pas quitter les endroits. C'est un drame, c'est une tragédie, c'est terrible, mais ils s'accrochent. Donc on n'est pas ici parce qu'on cherche un refuge. On est ici parce que c'est là que notre identité peut s'exprimer pleinement. Point final. Elle ne peut pas s'exprimer intégralement ailleurs. Ne cherchez pas à comprendre. C'est pour ça qu'on doit être là, pas pour une autre raison. Michael, je dois arrêter, je dois. Vers la fin. Voilà. Prolongation. Je ne veux pas qu'il te la pile après. Alors, et si vous permettez, juste le petit, on termine ça jusqu'à la prochaine question, et la prochaine fois on terminera. Vous voyez, j'étais un peu trop optimiste, je croyais qu'on a commencé le 2e sujet sur Hanouka, mais ça sera pour la prochaine fois. Ça sera, je ne sais pas si on se verra avant Hanouka, après Hanouka, j'en sais pas. Archab, ça dépend de vous. C'est la diaspora qui est interpellée par ce problème. Si nous raisonnons en termes de normalité, il est normal pour un juif de vivre en Israël. On ne peut pas demander à la société israélienne une légitimisation de la diaspora. Les juifs de diaspora ont intérêt à se dire que la Aliyah est le critère de légitimité, mais qu'il y a des obstacles à la réaliser. Les Israéliens ont été des juifs qui ont fait leur Aliyah, et ils savent qu'il faut tout un réseau de circonstances pour la concrétiser. Mais en tant que ce problème, si vous croyez que s'installer en Israël c'est quelque chose de facile, eh bien je suis désolé, je vais vous décevoir. Personnellement, avec mon épouse, on était un jeune couple, nous nous sommes mariés en arrivant en Israël. Moi, personnellement, le lendemain du jour où j'ai atterri en Israël, je me suis marié, on était tous jeunes, sans famille, sans argent, sans rien. Je vous assure que pendant un moment, on a passé un petit guéhinam pas facile. Mais on était convaincus que notre place est ici. Ce n'est pas une affaire de facilité ou de difficulté, c'est une affaire de conscience de notre identité. Ce n'est pas une affaire facile ou pas facile. Je vous souhaite d'avoir une intégration la plus facile possible, mais il y a plein de personnes qui savent que ce n'est pas toujours facile. Chacun à sa façon, chacun rencontre des difficultés, sans parler de l'éloignement, de la transposition d'une culture, de famille, de tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout trivial tout ça. Mais on ne le fait pas parce qu'on est menacé. Ça, c'est les juifs de je ne sais quoi. Mais tant que ce problème d'identité profonde n'a pas été résolu, on risque de confondre les conduites de solidarité avec le véritable problème de l'identité. La solidarité de la diaspora avec nous, c'est très gentil. Tu en as parlé, toi, Alex. On est content que les juifs gardent une certaine solidarité. On serait très désolé qu'ils la perdent, mais ça ne nous suffit pas. On veut les voir ici. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ça n'aurait pas dû être à moi de le raconter. Vous savez que pour maintenir une yeshiva, il faut pas mal de dons. C'est de ça qu'on vit. On ne tient pas autrement, même si nous sommes une yeshiva Tesder, autrement dit reconnue par l'armée, l'État, tout ce que vous voulez. Mais on a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Eh bien, nous sommes la seule yeshiva d'Israël qui ne reçoit quasiment aucun soutien de l'étranger, sauf quelques amis en France.
Vous savez pourquoi? C'est une affaire de principe. Je considère que moralement, je n'ai pas le droit de dire à un juif de la diaspora, tu dois être ici, et quand moi j'ai besoin d'argent, lui dire, donne-moi ton argent. Si je ne peux pas me maintenir ici, je ne peux pas lui dire, tu n'as pas le droit d'être en diaspora. Je viens lui demander l'argent de la diaspora. C'est pas moral. Alors je préfère lui demander d'être ici. Israël ne tient pas sur les années extérieures. Pardon? Israël il est là que grâce aux Juifs qui ont été extérieurs. J'exagère. N'exagère. On ne veut pas dénigrer cela. C'est une mauvaise question au moment où on termine ça. Tu viens de jeter une grenade là. Alors tu gardes la question pour la prochaine fois. Comme ça, moi je te rendrai une bombe. D'accord? Non, gentiment, gentiment. Je vous laisse parce que vous avez sûrement à faire. Si on se voit avant Hanouka, tant mieux. Si on ne se voit pas, je vous souhaite Hanouka Sameach. Et on parlera quand même de Hanouka la prochaine fois. C'est jamais trop tôt.